Ah, pardon, je ne savais pas entendu entrer. Bonjour, ça va? Ça faisait longtemps, dis donc. Cette semaine, je vous propose de nous questionner sur ce dont nous sommes faits. Se poser cette question, c'est prendre un point de vue tout à fait différent par rapport à celui de la dernière vidéo. Nous avions étudié le rapport de Blaise Pascal au moi, rapport qui était tout à fait synthétique. Un point de vue synthétique, parce qu'il s'intéressait au moi comme étant une notion totale et indivisible. Il fallait le considérer dans son ensemble et non pas dans ses parties. Peut-être qu'il faudrait prendre le point de vue inverse et décomposer les choses pour essayer d'étudier leurs parties afin de les définir par ces parties et remonter depuis les parties vers le tout. Le tout ne serait alors que la somme de ces parties. Cette opposition entre le tout et les parties est tout à fait fondamentale en philosophie et aussi en sciences physiques. Déjà, dire qu'il y a une composition des choses, c'est aller à contre-courant d'une opinion qu'on a du monde tel qu'on le perçoit, c'est l'unicité apparente des choses. Quand on se promène, quand on vit, le plus souvent, on a tendance à considérer les choses dans leur ensemble, le plus souvent. Très difficilement, on découpe dans sa perception. On aime bien totaliser, se considérer nous-mêmes comme des êtres. Et c'est parce que nous sommes des êtres et que nous aimons à reconnaître l'immensité de la vie et la totalité de l'être, de l'étant. Certes, on aime bien se dire des individus, mais on aime bien aussi se fondre dans la masse, et on aime bien considérer ces masses comme étant prises dans des environnements, et ces environnements constituant, dans leur somme, un monde, et oublier carrément les parties pour ne considérer que des idées très générales. On l'avait vu avec Paul Nizan, c'est vrai nous les êtres humains, nous aimons bien les idées générales, synthétiques, ça nous rassure, ça simplifie les choses, ça permet aussi de comprendre les choses. Mais, face à ce mouvement que je dirais métaphysique, c'est-à-dire un mouvement qui vise à découvrir les premiers principes, les principes généraux derrière notre existence, qu'est-ce qui nous commande, qu'est-ce qui nous porte à vivre, donc par exemple la vie, la liberté, etc. Derrière ces idées très générales, il y a un second mouvement, un mouvement que je dirais physique, qui lui vise à disséquer, décortiquer, dépecer le monde. C'est le deuxième effort de l'esprit. Après avoir rassemblé et comprendre qu'il y a une unité dans le monde et qu'on peut penser des choses ensemble, là il s'agit naturellement de faire ordre dans l'ordre, c'est-à-dire de diviser, de distinguer, de catégoriser les choses, de voir leurs différences. À la fois elles sont communes puisqu'elles partagent toutes des choses et on peut les penser ensemble, mais il faut aussi les penser contre, c'est-à-dire distinguer, les définir, parce qu'on avait dit dans la vidéo précédente, définir, c'est donner un point commun et une différence. À quoi sert tous ces développements épistémologiques entre deux sortes de pensées? Il faut savoir que la physique a été très longtemps prisonnière de la métaphysique. On peut notamment citer Aristote, qui a écrit dans l'Antiquité un ouvrage de physique qui fera autorité durant tout le Moyen-Âge et pendant la Renaissance et qui mettra beaucoup de temps à être remis en cause et dépassé. Cet ouvrage est écrit par un philosophe, non pas par un savant physicien, philosophe qui a lui-même écrit avant le bouquin qu'il pense être le plus important, c'est la métaphysique. Et qui utilise dans sa physique les mêmes concepts qu'il utilise dans sa métaphysique. C'est tout à fait symptomatique de la situation de la science au Moyen-Âge et dans l'Antiquité. C'est intéressant parce que souvent on a tendance à dire que la science est souvent prisonnière de la religion, durant tout le Moyen-Âge, etc. C'est vrai, ça ne l'est pas. La science est beaucoup plus prisonnière de la philosophie, en vérité. Et la religion aussi est tout à fait prisonnière de la philosophie. Beaucoup de gens ont dit que la philosophie était prisonnière de la religion. Mais c'est plutôt l'inverse. La religion s'est construite à partir de la philosophie et emprunte pendant longtemps le christianisme va perdurer grâce à la scolastique et va se développer grâce à la scolastique. Bien qu'il y ait interprétation des deux domaines, c'est la philosophie qui corsette pendant très longtemps les deux champs d'études, à la fois du fait religieux, donc du fait des rapports entre l'homme et Dieu, et la science, c'est-à-dire une méthode d'accès à la vérité par l'expérience. Les deux sont tout à fait dépendants de la philosophie par sa méthode et par les concepts qu'ils utilisent. Comment ça se traduit? Tout simplement, la méthode scientifique que j'ai décrite, qui passe par la division, la distinction, le travail analytique donc, même si la philosophie intègre de l'analytique, va vraiment avoir du mal à émerger. Pendant longtemps, cette méthode scientifique va plutôt être dominée par la méthode métaphysique. Tout savant au Moyen-Âge va d'abord faire un petit travail analytique, mais qu'il va très vite abandonner pour passer à la métaphysique. C'est-à-dire qu'en gros, on veut éviter de se perdre dans les détails,
et essayer de distinguer les choses ou de distinguer les phénomènes naturels. On veut quand même tout garder sous des aspects très généraux et étudier la nature dans son ensemble. C'est-à-dire qu'on veut étudier le monde dans son ensemble. On veut essayer de trouver un ordre naturel, ce qui est évidemment part à la religion, puisqu'en fait, on considère donc qu'il y a un Dieu et donc qu'il a voulu une cohérence dans l'univers. Et ça va s'accentuer avec la disparition des polythéismes, c'est-à-dire qu'avec l'apparition du monothéisme, il n'y a qu'un seul Dieu, et donc il a voulu une cohérence dans le monde. S'il n'y a qu'un seul Dieu, c'est qu'il n'y a qu'une seule idée, il n'y a qu'une seule volonté qui a voulu le monde, donc il y a un ordre unique. Et il faut ranger tout dans cet ordre unique et dans cette unique intention d'un Dieu auquel il faut seul se vouer. Et cela transparaît par les termes. C'est-à-dire que physique vient de physis, en grec, qui renvoie à la nature, mais qu'il faut associer au terme aussi grec de cosmos, c'est-à-dire de monde ordonné. Et ça se sent aussi en français, c'est-à-dire quand on dit la nature d'une chose, on avait déjà défini dans la vidéo précédente, la nature d'une chose, c'est un vocable qu'on utilise pour définir dans une chose ce qu'elle a d'immuable et de total, c'est-à-dire ce qui est suspendu en elle, au-delà des parties qui la composent, et qui fait son propre, son tout, son ensemble indivisible et qui ne connaît aucune modification, qui est inaltérable. Et le deuxième sens du mot nature, c'est la nature avec un grand N. La nature, c'est une notion très importante en fait pour les antiques, pour les anciens, et qui est de plus en plus abandonnée par les modernes, de penser en fait un monde clos et fini qui se développe et répond à ses propres besoins et qui soutient la vie en fait, la vie biologique. C'est un monde et un processus, c'est un ensemble de parties qui se répondent entre elles, donc un ensemble d'êtres vivants, d'êtres végétaux, minéraux, animaux et un environnement qui se pourchasse lui-même, un cycle complet de vie et qui se renouvelle encore et encore et dans lequel l'être humain se trouve habité. Et donc la nature est immuable. Elle était là avant les hommes et elle sera après les hommes. Et donc Aristote, quand il écrit la physique, pour lui, c'est très simple. Il s'agit d'étudier la nature, c'est-à-dire d'étudier l'ensemble des phénomènes qu'on peut observer dans le monde et qui caractérisent la vie, ce qui est vivant. Donc on va étudier les êtres vivants, leur vie, leur mort, et aussi, quand je dis les choses vivantes, aussi les choses qui permettent la vie, donc par exemple les cours d'eau, leur apparition, leur disparition, et donc l'évolution de ces choses-là dans le temps et dans l'espace. Le mouvement, qui caractérise pour Aristote la vie, et la mort, donc le repos, l'inertie, et toutes ces choses-là. Et pour Aristote, il est encore dans cette perspective métaphysique, c'est un finaliste. Parce que pour lui, la physis, la nature, a une finalité. C'est un scientifique, donc pour lui, bien sûr, il y a du déterminisme, c'est pour ça qu'il veut étudier les phénomènes, c'est que pour lui, il y a une relation entre les phénomènes qu'on peut comprendre, les phénomènes s'influencent entre eux, il y a un chaînon de causes et d'effets qui se déroulent dans la nature et qui permet de perpétuer la vie, mais toutes ces causes et tous ces effets concourent à une finalité, perpétuer la nature, permettre l'harmonie du monde, que ce monde clos et fini continue d'exister dans l'harmonie entre les êtres. Il faut que l'oiseau mange les vers, que ce même oiseau se fasse manger par des mammifères plus gros, et ainsi de suite. Alors là, je prends l'exemple de la chaîne alimentaire. Évidemment, cette chaîne n'est pas en vain, puisqu'à la fin, les animaux meurent, les vers les mangeront. C'est pas exactement ce qu'entend Aristote, parce que là, moi, je montre plutôt une boucle et un cycle. Aristote se fait une idée un peu plus haute de la finalité que simplement la simple perpétuation. Il y a quand même une idée un peu plus divine, je dirais, de cette nature. C'est-à-dire qu'il y a l'idée presque d'une consécration de la vie, d'un plein développement. C'est-à-dire, en gros, l'idée, c'est moins que tout recommence, que plutôt, à la manière d'une vie humaine, par exemple d'une vie biologique, on atteigne un plus haut accomplissement d'une vie, donc un être humain adulte, viril, tout à fait développé. En fait, voilà, c'est un plein développement, en fait. Pour Aristote, la nature veut atteindre son plein accomplissement, son plein développement. C'est-à-dire que, et c'est là qu'on retrouve une distinction chez Aristote très importante, que j'ai pas encore développée, que je vais peut-être dans d'autres vidéos, mais pas maintenant. Parce que déjà la traduction est vachement longue, je crois que vous êtes en train de regarder minuteur, en fait, oh putain, 28 minutes déjà qu'il parle, est-ce qu'il peut fermer sa gueule cet enculé, faut que j'aille regarder une vidéo Squeezie, là qu'est-ce qu'il fout? Entre en puissance et en acte. Et donc la nature doit atteindre son plein accomplissement, c'est-à-dire développer l'ensemble de ses potentialités et donc être totalement florissante. Magnifique, plein de roses et de pétales avec des jardins, je te dis pas, des glycines immenses. Même si ça paraît être un gros bordel, les physiciens, selon Aristote, qu'est-ce qu'ils doivent faire? C'est étudier la vie, étudier le mouvement et le comprendre par rapport à cette finalité. Donc on reste dans cette perspective métaphysiste où la science ne doit pas découper les choses. Il faut étudier les corps, monter des phénomènes jusqu'aux idées générales, un peu comme Platon, et comprendre donc
le fonctionnement de la nature. C'est-à-dire qu'en fait, la vie des baleines permet de comprendre la nature entière. Si on arrive à penser tout ensemble, penser tous les êtres vivants ensemble, penser tous les végétaux ensemble, penser tous les minéraux ensemble, le vent, les cours d'eau, le feu, tout ça concourt ensemble, même d'une manière inconsciente, à l'accomplissement de la nature. J'ai dit inconscient, c'est pas anodin, parce qu'en fait, toute science est avant tout, et la philosophie aussi, est un effort, on l'avait dit, pour aller contre les apparences et contre les opinions qu'on a des choses. Parce que si on regarde le monde, on a l'impression que c'est un gros bordel. On ne comprend rien, on a l'impression que, comme un Hobbes le dira, d'ailleurs je pense s'oppose à Aristote sur ce point, si Hobbes avait fait une physique, mais il a fait une politique, mais ça commence sur une physique d'une certaine manière, sur une biologie en tout cas, l'homme est un loup pour l'homme, il observe en fait que c'est la guerre. Qu'en fait, les animaux se bouffent entre eux. Les gros animaux mangent les petits, c'est n'importe quoi, c'est la lutte pour la survie. C'est très sombre, semble-t-il, la nature. Mais pour Aristote, il faut se méfier de ces apparences, et ce qui paraît être des parties, les espèces qui se battent entre elles et qui se défoncent la tête pour essayer de survivre, en fait tout ça, c'est des apparences. Ce qui paraît être des parties qui s'amoncellent entre elles très violemment, qui entrent en relation âpre. Tout cela répond à une mécanique très réglée, qui vise à l'harmonie en fait. Ce qui paraît être une guerre en fait est tout à fait une harmonie, un accomplissement de la nature. Pour atteindre l'harmonie, il faut que les animaux se battent, mais en fait, c'est pas l'anarchie. Il y a un ordre au-dessus, et donc, il faut comprendre cet ordre. C'est pour ça qu'il faut donc comprendre la composition des choses. Donc la composition de la nature, c'est par exemple la lutte pour la survie, que développera Hobbes, et après, même s'il n'y a aucune filiation, je dis n'importe quoi, mais c'est tout ce que développera Darwin sur l'évolution. Il faut donc comprendre les parties pour comprendre le tout. Donc on comprend aisément que dans le dispositif aristotélicien, rien dans la nature n'est en vain, c'est ce qu'on appelle donc le finalisme cosmologique, qui donc est un parti pris métaphysique, et dès lors on ne peut pas comprendre le monde sans penser à cette finalité, à cette volonté suprême de la nature, qui recompose tout sous son petit étendard, et qui fait que le fleuve suit son cours et va jusqu'à la mer, que le feu s'élève vers le ciel, et que la pierre tombe vers le sol. Mais au XVIIe siècle, un auteur, Spinoza, même si c'est passé assez inaperçu, va développer une physique, donc une étude des phénomènes naturels, et cela passe notamment par l'étude de la nature des corps chez lui, qui va à la fois reprendre les notions d'Aristote pour mieux les détourner et prendre un parti pris tout à fait original que nous étudierons dans les 2 vidéos suivantes. À la prochaine!